Découvrez les sciences forensiques sous un nouvel angle grâce à 2 diplômés du QTR qui révolutionnent le domaine au service de la justice. Bienvenue à Au-delà du diplôme. Offert grâce à notre partenaire TD Assurance, ce balado est une présentation du Bureau des diplômés de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Mylène Falardeau détient un baccalauréat en chimie, profil criminalistique et une maîtrise en chimie de l'UQTR. Depuis septembre 2024, elle poursuit un doctorat sur mesure en sciences forensiques dans lequel elle se concentre sur les incertitudes reliées à la reconstruction balistique de tirs d'armes à feu. Parallèlement à ses études, en 2019, elle rejoint le laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale en tant qu'étudiante en balistique. En 2021, elle obtient le poste de spécialiste en balistique judiciaire. Dans le cadre de ses fonctions, elle se spécialise dans l'expertise des scènes de crime impliquant des tirs d'armes à feu ainsi que sur les armes à feu imprimées en 3D. Elle a tout récemment fondé une équipe spécialisée sur les armes à feu imprimées en 3D dont elle assure la coordination. Vincent Mousseau est actuellement chercheur postdoctoral à l'University of Technology à Sydney et à l'École nationale d'administration publique, chargé de cours à l'Université de Montréal et chercheur associé au groupe de recherche en sciences forensiques. Ses recherches portent entre autres sur les questions de prise de décision, de formation et d'utilisation des nouvelles technologies dans les domaines policiers et forensiques. Après avoir complété un baccalauréat en chimie profil criminalistique à l'UQTR, il a obtenu une maîtrise en criminologie, option criminalistique et information, et un doctorat en criminologie. En parallèle de son parcours académique, Vincent a aussi travaillé au service de police de l'agglomération de Longueuil, à l'École nationale de police de Québec et au laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale. Écoutons notre duo nous présenter leur parcours exceptionnel où expertise en balistique judiciaire et innovation en sciences forensiques se rencontrent pour transformer les pratiques d'enquête et de justice. Salut Mylène. Salut Vincent. Ça va? Oui. Ça fait longtemps qu'on s'est retrouvés ici. Oui. Je sais même pas si on s'est déjà retrouvés les deux ici en même temps. Je pense que oui, peut-être Oui. comme en deuxième année ou quelque chose comme ça. OK. Justement, parlant peut-être que de nos débuts, je connais un peu ton parcours quand même, mais pour l'exercice, puis peut-être parce que je sais pas non plus pourquoi tu t'es dirigé vers ça. Est-ce que tu veux me parler un peu de qu'est-ce qui t'a amené à suivre le bac en sciences forensiques à Trois-Rivières? Bien, ce qui m'a amené à suivre le bac, ça, c'est toujours une question que j'ai de la difficulté à répondre parce que ça s'est fait naturellement. Dans le fond, j'étais au cégep. C'était la période qu'il fallait choisir notre programme universitaire. J'ai regardé les programmes en sciences, puis je suis tombée sur la description du programme de chimie, profil criminalistique, ça s'appelait comme ça dans le temps. Puis tout de suite, la description m'a enchantée. Je trouvais que la description, puis ce qu'il demandait comme intérêt me représentait bien. Donc, pour confirmer mon choix, je suis allée rencontrer le directeur du programme, aller aux portes ouvertes de l'UQTR, puis c'était tout de suite clair dans ma tête que j'allais faire ce bac-là. Donc, je me suis inscrite, j'ai été acceptée, puis ça a commencé comme ça. Tu l'as fait en quelle année déjà? Ça, c'est une autre bonne question. Je pense que c'est 2016. J'étais la 4e cohorte. OK. Donc, 2016, ouais. Puis, depuis que tu as terminé, donc tu as terminé en 2019, depuis que tu as terminé, en fait, ça a été quoi la suite de ton parcours? Bien, dans le fond, moi, mon parcours, il était un petit peu particulier parce que dès le début du baccalauréat, j'ai entremêlé profession et études. Dans le fond, au bac, je me suis enrôlée dans l'armée comme officier d'artillerie. Puis, je travaillais au laboratoire de recherche en criminalistique pour l'UQTR. Donc, pendant mon bac, je faisais ça. Donc, ça a pris quand même beaucoup d'engagement au-delà de mes études. Après le bac, j'ai commencé ma maîtrise. À ce moment-là, il n'existait pas de maîtrise en sciences forensiques. Donc, c'était une maîtrise en chimie avec un sujet appliqué à la forensique. Donc, moi, j'avais déjà un intérêt pour la balistique, les armes à feu. J'ai choisi de faire mon projet sur l'analyse chimique des polymères utilisés pour l'impression 3D d'armes à feu. Donc, il fallait quand même que le sujet ait assez de chimie, parce que c'est une maîtrise en chimie. Donc, si je veux mon diplôme à la fin, il fallait que ça soit assez chimique. Donc, j'ai fait ma maîtrise là-dessus. Puis, dès le début, en fait, j'ai été engagée comme étudiante au laboratoire de sciences judiciaires et médecine légale, comme étudiante en balistique. Donc, tout au long de ma maîtrise, j'ai travaillé là comme étudiante. Puis, ça m'a permis aussi de pousser mon projet un peu plus loin en travaillant en balistique que si j'avais pas été dans le département. Donc, ça a été ça pour ma maîtrise. Puis, vers la fin, pendant que j'étais en période de rédaction, j'ai eu mon poste officiel de spécialiste en balistique au laboratoire de sciences judiciaires et médecine légale.
Puis tu es encore là, en fait. Tu travailles encore en balistique au labo, si je ne me trompe pas. Exactement. Donc, j'ai été 2 ans étudiante. Là, je vais bientôt entamer ma 4e année comme spécialiste en balistique. Oui, puis je suis toujours là. C'est quoi tu fais exactement comme travail? Parce que spécialiste en balistique, je sais qu'il y a beaucoup de choses que vous pouvez travailler. Oui, tout à fait. Dans le fond, mais les 2-3 premières années, quand on arrive au sein du département, on a une formation spécialisée à l'interne. Donc, même si on vient d'un parcours académique en sciences forensiques, on a la spécialisation de notre domaine à l'interne. Donc, ça prend 2-3 ans. Donc, mes premières années ont été concentrées là-dessus. Puis, je me suis aussi spécialisée en même temps sur l'expertise des scènes de crime impliquant des tirs d'armes à feu. Puis sinon, après ça, dans le fond, le travail d'un spécialiste en balistique, comme tu dis, c'est assez varié les expertises qu'on peut faire. Donc, on peut être appelé à expertiser des armes à feu pour déterminer leur fonctionnalité. Après ça, ça peut être parfois de restaurer des numéros de série qui sont oblitérés, donc qui ont été effacés volontairement par quelqu'un, en faire la restauration. On fait aussi l'expertise au microscope des douilles, des projectiles pour les relier entre eux ou avec une arme à feu, par exemple, qui a été saisie chez un suspect. Donc, on veut déterminer si les douilles saisies sur une scène de crime sont reliées à l'arme à feu suspecte. On peut analyser aussi la poudre, les résidus de tir qui proviennent du tir et de la munition. Ça peut permettre d'évaluer des distances de tir entre l'arme à feu et la cible ou la victime. Donc ça, c'est les analyses assez principales qu'on fait. Ensuite, on a aussi certaines spécialisations au sein du département. Donc, comme je vous ai dit, moi, je suis spécialisée en expertise de scènes de crime reliées aux armes à feu, mais aussi il y a des personnes qui vont se spécialiser en marque d'outils, donc, ou en armes à feu imprimées en 3D. Donc, pour l'expertise des scènes de crime, comment ça fonctionne au Québec? Normalement, c'est les policiers spécialisés qui traitent les scènes. Donc, c'est eux qui vont en faire la documentation, qui vont faire la recherche des traces, puis les collecter pour nous les envoyer par la suite au labo. Mais quand c'est des scènes de crime qui requièrent une expertise plus poussée avec interprétation, mais là, ils vont appeler les spécialistes en balistique qui sont spécialisés aussi sur les scènes de crime. Puis, dans le fond, on couvre tout le Québec. Donc, on peut être appelé à aller faire des scènes autant à Montréal que sur la Côte-Nord ou dans le Grand Nord. Puis, quand on se déplace pour l'expertise des scènes, on fait la scène de A à Z. Donc, on demande de ne pas manipuler la partie balistique de la scène. Donc, on va aller sur place, documenter, faire la recherche des traces, des indices, les analyser. Prendre des mesures sur la scène. Puis tout ça, ça va être dans le but de reconstruire les événements passés qui ont eu lieu, où il y a aussi une partie de collecte. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? On va les collecter, puis on va les envoyer au laboratoire. Donc, ça, c'est la partie sur la scène. On peut aussi utiliser des fois des outils technologiques pour documenter, comme un drone ou des scanners 3D. Puis après ça, il y a toute une partie d'expertise qui se fait au labo. Donc, ce qu'on va avoir saisi sur la scène, les douilles, les projectiles, les vêtements d'une victime, des fois, on peut trouver des armes à feu aussi. Tout ça, c'est envoyé au labo. Puis ensuite, l'expertise continue. Donc, on va faire justement l'expertise de l'arme à feu. On va faire la comparaison au microscope des douilles, des projectiles, l'analyse des vêtements. Puis même des fois, il y a des choses sur la scène qu'on n'aura pas été capable, qu'on a observées, mais qu'on n'aura pas été capable d'expliquer. Donc, on peut faire des tests, en fait, en laboratoire pour essayer de recréer ce qu'on a observé puis mieux l'expliquer. Donc, on n'a pas tout le temps besoin, mais des fois, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire. Donc, ça, c'est pour l'expertise des scènes de crime. Puis tu as parlé d'une spécialisation sur les imprimantes 3D. Ça rejoint un peu ton travail de maîtrise, j'ai l'impression. Est-ce que tu as continué à travailler sur ça aussi? Oui, en fait, pendant ma formation puis pendant mon travail comme spécialiste en balistique, j'ai continué à développer mon expertise sur les armes 3D, la formation, puis à faire de la recherche aussi. Puis j'ai même développé une équipe spécialisée sur les armes 3D au sein du laboratoire de sciences judiciaires. L'équipe est composée d'une douzaine de spécialistes qui regroupent les départements de chimie, balistique, puis... renseignement forensique. Puis, dans le fond, donc, je coordonne aujourd'hui l'équipe. Puis, on a vraiment développé les expertises qu'on peut offrir, notre expérience là-dessus, des protocoles plus uniformes. Puis, le mandat de l'équipe, c'est vraiment de rester à jour. Les technologies, ça avance vraiment rapidement. Donc, si on ne se tient pas à jour là-dessus, il y a des choses qui vont être développées, puis on ne sera pas au courant. Donc, pour éviter de traîner de la patte, comme on dit, on continue, c'est ça, de toujours développer notre expertise là-dedans. Les armes 3D, c'est quand même une nouvelle... C'est un fléau ou ça vaut assez pour créer une équipe, mettons,
penche vraiment sur cet enjeu-là? Oui, en fait, l'important de l'équipe, c'est que oui, les armes 3D, c'est des armes à feu, mais c'est aussi le côté impression 3D. Donc là, c'est plus de seulement connaître comment faire l'expertise d'une arme à feu puis les mécanismes d'armes à feu, c'est aussi d'intégrer les connaissances sur les technologies d'impression 3D. Donc là, ça prenait une spécialisation parce qu'on peut pas demander à tout le monde de rester à jour sur une nouvelle expertise. Donc, dans le fond, en ayant une équipe spécialisée, ça permet de concentrer la formation puis les connaissances. Donc, l'équipe spécialisée, oui, c'est pour le nombre de dossiers qui a augmenté, mais aussi pour avoir une équipe forte là, en connaissance là-dessus. C'est pour des questions aussi d'être capable de se faire accepter comme témoin expert à la cour. Il faut connaître l'impression 3D. Aussi, les dossiers d'armes 3D, ça peut être un peu différent dans le sens que, oui, des fois, on reçoit les armes, mais des fois, c'est les fichiers numériques qu'on peut recevoir. Puis là, il faut être capable d'analyser ces fichiers-là, puis de les imprimer pour déterminer si ça devient une arme à feu fonctionnelle au final. Donc, ça prenait des connaissances un petit peu différentes, d'où la spécialisation. C'est hyper intéressant. Puis j'ai l'impression qu'à travers ton parcours que tu expliques, tu as comme toujours un pied dans la pratique, mais un pied aussi dans le développement puis la recherche. Est-ce que c'est quelque chose comme que tu continues de faire dans ton quotidien? Oui, tout à fait. Ça, c'est une de mes plus grandes ambitions, c'est de toujours réduire l'écart entre la théorie puis la pratique. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est pas tout le temps évident de le faire parce que en fait, soit tu es chercheur ou soit tu es professionnel dans un cadre rigide, mettons, du Québec. Puis, donc, moi, j'ai choisi d'être professionnelle au laboratoire, mais c'est ça. J'essaie de toujours continuer d'inclure la recherche et le développement. D'ailleurs, j'ai commencé mon doctorat cet automne en sciences forensiques à l'UQTR. Donc ça faisait partie de mon ambition de continuer à développer ma science, ce qui me passionne en fait. Donc c'est un doctorat que je vais faire sur mon temps libre le matin, le soir, la fin de semaine. Beau projet. Oui, c'est ça, un beau projet. En plus de mon travail, mais pour moi, c'était vraiment important. Dans le fond, je le fais sur les incertitudes en reconstruction de tirs d'armes à feu. Donc, on voit que ça vient relié aux scènes de crime. Donc, c'est une expertise que j'aime beaucoup, qui me tient à cœur. Puis, je trouvais qu'il y avait des questions fondamentales qui pouvaient être approfondies. Puis, pour le faire, un projet d'une aussi grosse envergure, mais fallait que je retourne aux études. Donc, voilà, je commence maintenant mon doctorat en sciences forensiques. Puis là, je vais avoir vraiment les termes sciences forensiques sur mon diplôme cette fois-ci. Donc, je suis très contente de ça, mais ça fait partie de mon côté passionné. Bien, super, merci pour le partage, puis bonne chance pour ce beau parcours de doctorat. Tu vas voir, c'est quelque chose qui est quand même complexe, mais qui vaut la peine une fois qu'on réussit à se rendre au bout de ça. Mais pour toi, Vincent, ton parcours, dans le fond, je sais qu'on a la même base, le baccalauréat en chimie profil criminalistique, mais après ça, tu t'es réorienté un petit peu. Veux-tu me parler de ce que tu as fait et ce que tu fais aujourd'hui? Ouais, en fait, moi, quand j'ai fait le baccalauréat en chimie profil criminalistique, je me suis comme rendu compte que travailler en laboratoire, même si c'était mon plan initial de carrière, c'était peut-être pas ce que j'aimais le plus et dans la partie dans laquelle j'étais le plus à l'aise. Donc, même si c'était mon plan initial, après le bac, je me suis réorienté vers la criminologie, donc plus du côté des sciences sociales, mais vraiment pour comprendre c'est quoi les enjeux derrière la pratique de la science forensique? C'est vraiment ce qui m'avait marqué dans mon bac, l'espèce d'écart entre ce qu'on pense que c'est et ce que c'est véritablement sur le terrain. Donc, je suis allé faire la maîtrise en criminologie, option criminalistique et information à l'École de criminologie de l'Université de Montréal. Donc, je n'étais pas trop sûr au départ, cette réorientation-là un peu dans mes études. Mais finalement, après avoir rencontré le responsable, je me rends compte que c'était vraiment quelque chose qui était, je pense, fait pour moi. J'étais vraiment à ma place là-bas. Donc, j'étudiais plus un peu les pratiques policières, comment est-ce qu'on déploie les unités de sciences forensiques, les techniciens de dossier judiciaire, comment est-ce qu'on décide si on les envoie ou non sur une scène, comment est-ce qu'on gère ces unités-là, comment est spécialisé à travers le reste du travail policier. Donc, mon travail de maîtrise a porté sur ça. Puis, cette maîtrise-là, ça m'a aussi permis d'étudier un trimestre à l'École des sciences criminelles de l'Université de Lausanne en Suisse, donc qui est une université quand même très proche de ce qui se fait ici à l'UQTR. Oui. Beaucoup de professeurs qui viennent de l'École des sciences criminelles ou du moins des collaborations qui continuent de se faire dans le temps. Donc, pour moi, c'est une belle opportunité d'aller là-bas puis de voir comment est-ce que la science forensique est enseignée là-bas. Beaucoup de choses qui ressemblent à ici, donc bon côté de ce niveau-là, dépaysé au niveau des enseignements, mais
Vraiment, ça a été plus concrétiser peut-être les apprentissages que j'avais sur tout ce qui tourne autour des scènes de crime puis de la science forensique de manière générale. Donc, c'est un peu ça que j'ai fait par après. Puis, comme tout bon étudiant à la fin de sa maîtrise, qui veut aller travailler dans le domaine professionnel, mais qui réussit peut-être pas à trouver la meilleure place, j'ai décidé de continuer au doctorat à ce moment-là, qui finalement est un choix qui, je pense que j'étais le seul qui peut-être qui le voyait pas, que c'était vers ça que j'allais. Donc tout le monde, une fois que j'ai dit que j'allais au doctorat, les gens étaient, ben oui, on s'en doutait que c'était ça ta prochaine étape, là. La recherche, c'est vraiment quelque chose qui me passionne et qui me motive beaucoup. Donc j'ai fait un doctorat encore en criminologie à l'Université de Montréal, où j'ai étudié vraiment la prise de décision des techniciens en identité judiciaire du Québec, donc les policiers spécialement formés pour aller investiguer sur les scènes de crime, ceux dont tu parlais tout à l'heure, et de voir un peu quels facteurs influencent leur prise de décision par rapport à la recherche de traces. Donc, comment en tout début, on décide vers où on oriente nos priorités. Donc, c'est ça que j'ai fait pour trop longtemps. Les dates sont un peu loin, mais j'ai terminé mon doctorat l'année dernière, donc j'ai soutenu ma thèse. Puis, après avoir travaillé un peu au service de police de l'agglomération de Longueuil, donc j'étais conseiller à la formation là-bas. J'ai vraiment appris beaucoup sur le terrain, mais j'avais un appel pour retourner à la recherche. Donc, depuis l'année dernière, je suis chercheur postdoctoral, donc de retour à l'université, encore une fois, où, en fait, je suis chercheur postdoctoral à l'University of Technology Sydney, donc en Australie, et à l'École nationale d'administration publique à Montréal, où je travaille sur des questions de gestion policière, administration publique et vraiment encore tout ce qui concerne la scène de crime, donc des travaux de recherche pour voir est-ce qu'on est capable d'améliorer un peu les façons qu'on gère les façons de faire sur la scène de crime. Donc, je reviens tout juste justement d'un séjour en Australie à l'automne et je continue à travailler sur toutes les questions qui concernent la police, l'utilisation des technologies, ce genre de choses-là. Donc, ouais, c'est un peu ça qui mène mon parcours. Donc, j'ai toujours été attiré par le côté professionnel, un peu comme toi, mais finalement, la recherche m'a trop passionné pour ne pas y retourner. Donc, ouais, je suis bien installé maintenant au niveau de la recherche. OK. C'est intéressant de voir que finalement, on a commencé les deux bac chimie, profil criminalistique, puis finalement, à travers tout ça, les deux, on s'intéresse aux scènes de crime d'un point de vue différent, si on veut, mais nos recherches s'orientent vers ça, en fait. Ouais, puis en fait, tu sais, mes travaux en recherche, je suis jamais bien loin de l'UQTR. On dirait qu'il y a comme toujours ce petit lien-là. Ma maîtrise, je l'ai fait avec une co-direction avec un professeur qui est ici. Je suis chercheur associé aussi au groupe de recherche en sciences forensiques de l'UQTR. Donc, je continue à développer des collaborations avec les profs ici, dans l'espoir que, quand je vais continuer ma carrière en recherche, je puisse garder les liens qu'on a développés avec les profs ici pour éventuellement faire des projets de recherche qui peuvent aider à améliorer un peu la manière que c'est fait au niveau de la science forensique, moins dans les techniques ou les outils qu'on utilise, mais plus vraiment au niveau des pratiques sociales qu'on observe dans les différents établissements qui s'occupent de la science forensique, que ce soit les laboratoires ou les corps de police ici au Québec. OK. Puis là, tu parlais de chercheur postdoctoral, mais ta journée, en fait, ça ressemble à quoi? Ça ressemble beaucoup à une journée de doctorant. Donc, c'est très, très similaire. En fait, je passe un peu mes journées à développer des recherches ou à écrire des articles. Donc, la majeure partie de mon temps est vraiment dédiée à analyser des données qu'on a collectées auprès des différents corps de police, entre autres des sondages, mais aussi des images de caméras portatives, par exemple, qu'on utilise pour voir est-ce que c'est un outil qui vaudrait la peine d'être développé dans les corps de police et implanté, rédiger des articles scientifiques, préparer des présentations, des conférences pour différents partenaires. Donc oui, des fois du milieu de la recherche, mais aussi adapter les articles qu'on écrit à des publics qui sont plus des utilisateurs de connaissances. Donc les praticiens, les policiers, comment est-ce qu'on peut amener ces informations-là à eux? Parce que la recherche, si on fait de la recherche juste pour faire de la recherche, souvent, ça n'a pas beaucoup d'impact. Donc, même si je reste en recherche, le but, c'est éventuellement que ça l'aide les preneurs de décision dans les milieux. Donc, essayer de rendre ça accessible au corps de police. Mes journées ressemblent un peu à ça. Donc, des rencontres, essayer de développer des collaborations aussi avec différents acteurs sur le terrain. Ici, en Australie, c'est un peu ce que ça me permet. Donc, on collabore beaucoup avec l'Australian Federal Police là-bas pour développer peut-être des nouvelles formations, essayer de voir si les formations sont utiles ou non, est-ce qu'elles changent quelque chose au niveau des réelles pratiques. Donc, c'est le genre de projet sur lequel je travaille dans mon quotidien, mais c'est probablement un quotidien moins, je dirais,
qui suscite moins d'attention que ce que toi, tu peux faire dans ton quotidien. Mais moi, je me plais bien devant un ordinateur à analyser des données et écrire des articles. L'important, c'est de faire qu'est-ce qu'on aime. Exact. Oui. Tu disais, Vincent, que quand tu as fait ta session à l'Université des sciences criminelles à Lausanne, tu as été, pas choqué, mais il y a eu un... Comment dire... Tu as trouvé ça différent, la façon d'enseigner. Ça t'a surpris. Je voulais pas dire choqué, mais le mode d'enseignement t'a surpris ou dépaysé par rapport au Québec. Qu'est-ce que tu voulais dire par ça? Bien, c'est qu'ici, disons, autant à l'UQTR qu'à l'Université de Montréal, on est habitué d'être autonome. Si on veut, les professeurs nous enseignent beaucoup à dire, bien, vous allez faire des travaux de votre côté, vous avez des lectures à faire que vous devez préparer à l'avance et tout. Puis on a souvent plusieurs évaluations dans la session pour nous aider. Le mode d'enseignement à l'Université de Lausanne, c'est beaucoup magistral encore, donc très peu de travail à faire à la maison, mis à part les études, disons les études de la révision avant les examens finaux. Et le plus gros choc, je pense, c'est un examen final qui vaut pour 100% de ta session. Donc, tu le réussis ou tu l'échoues. Et c'est un examen oral où tu piges une question d'avance, tu as 15 minutes de préparation et ensuite tu vas répondre à la question en 15 minutes. Donc ça, c'est un mode qui est assez, je dirais, perturbant quand tu arrives là au début en disant « j'ai 4 examens oraux dans ma semaine qui valent pour 100% de ma session ». Mais je te rassure, tous les étudiants de Montréal ont réussi l'exercice. Donc, je pense que c'est plus stressant que ce que ce l'est véritablement une fois que tu fais l'examen. Donc, c'est un peu ça qui m'a particulièrement surpris en arrivant là-bas. Mais après, ça a aussi donné l'opportunité de voir comment les corps de police sont organisés en Suisse, comment les laboratoires sont organisés, c'est quoi la relation entre les universités et les corps de police là-bas, qui est un peu différente de ce qu'on a ici. Donc, ils ont vraiment une grande proximité. Puis ça, des fois, ça peut aussi donner des idées sur qu'est-ce qu'on pourrait faire ici pour essayer d'améliorer nos relations entre la recherche et la pratique, un peu comme tu le mentionnais aussi tout à l'heure. OK. C'est vraiment intéressant. J'avoue que d'avoir un examen oral qui vaut pour 100% de ta session, ça peut être stressant quand on n'est pas habitué à ça. Oui, exact. Ouais. OK. Puis tu disais aussi, quand tu as eu ton travail au sein du SPAL, comme peux-tu me redire, c'était quoi déjà? En fait, j'ai été il y a un terme très compliqué, mais c'est conseiller à la formation, on pourrait dire. Donc, le but était de développer des formations pour les policiers. Donc, entre autres, travailler sur une formation qui était auprès de l'intervention auprès des personnes en crise ou dont l'état mental est perturbé. Donc, essayer de développer comment est-ce que nos policiers peuvent être encore meilleurs dans ces interventions-là, qui prennent beaucoup de temps, qui sont parfois difficile à gérer parce que c'est différent de ce que les policiers sont enseignés de faire en matière de criminalité, ce genre de choses-là. Et une autre formation aussi pour rapprocher un peu les communautés et la police pour essayer de justement d'avoir une police qui représente un peu sa communauté, qui connaît bien la collectivité. Donc c'est là un peu où la criminologie, je pense, a été utile puis qui a permis d'élargir mes horizons sur sur quoi je peux travailler, où est-ce que je peux travailler? Je peux travailler dans des milieux qui concernent la police et qui s'éloignent peut-être un petit peu des traces ou de la science forensique, comme on l'a vu à Trois-Rivières. OK. Merci. Ça fait un beau résumé de la suite après le baccalauréat. Il y aurait tant à dire sur les défis et les avancées des sciences forensiques, mais ce qui marque avant tout, c'est la passion et l'engagement de ces deux experts à transformer leur domaine pour améliorer les pratiques judiciaires. Prenons une courte pause pour écouter une capsule de notre partenaire TD Assurance qui s'intitule « Quelques conseils simples pour économiser sur l'assurance auto avec TD Assurance ». Et au retour, nos deux invités démystifieront les mythes véhiculés par les séries télévisées sur la science forensique et éclairciront la distinction entre criminologie et criminalistique. Une discussion qui promet de révéler la réalité fascinante derrière ces disciplines souvent mal comprises. Qui ne souhaiterait pas réduire sa prime d'assurance? Vous frappez à la bonne porte avec TD Assurance. TD Assurance vous propose différentes façons qui pourraient vous faire économiser sur l'assurance auto. Plus vous en savez sur l'assurance, moins vous aurez à payer pour vos primes. Gardez un bon dossier de conduite. Les bons conducteurs sont récompensés par des économies supplémentaires et si vous êtes en mesure de garder un bon dossier de conduite et d'éviter les accidents, vous serez récompensé et pourriez être admissible à la récompense Bon Dossier. Regroupez vos assurances habitation et auto. Regrouper vos assurances habitation et auto avec TD Assurance est une façon qui pourrait vous permettre d'obtenir un rabais sur votre prime. Profitez d'un rabais multivéhicule. Qu'il s'agisse d'une deuxième voiture, d'un véhicule récréatif ou d'une motocyclette, l'ajout de véhicules supplémentaires à votre police est une façon très efficace d'économiser de l'argent sur votre assurance auto.
N'attendez pas pour faire poser vos pneus d'hiver. Le mauvais temps rend la conduite un peu plus difficile. Alors, même si au Québec, on a jusqu'au 1er décembre pour installer ses pneus d'hiver, il est recommandé de ne pas attendre à la dernière minute pour le faire. En effet, il n'est pas rare que le froid et les premières neiges nous prennent par surprise. Et il a été prouvé que les pneus d'hiver réduisent le nombre d'accidents. Et moins il y a d'accidents, moins il y a de réclamations d'assurance. Communiquez avec un conseiller TD Assurance dès aujourd'hui pour en savoir plus en composant le 1-866-293-9730 ou visitez le tdassurance.com/UQTR. De retour au balado Au-delà du diplôme avec Mylène Falardeau et Vincent Mousseau qui poursuivent leur discussion sur la science forensique en explorant les liens entre criminologie et criminalistique ainsi que les façons de déconstruire les mythes populaires autour de leur domaine. On revient un peu des fêtes, l'enregistrement. Probablement que toi aussi, quand tu croisais ta famille en disant que tu travailles dans la science forensique, premier réflexe, c'est « Ah, tu fais comme dans CSI, les émissions de télévision où on suit des enquêteurs et tout. » Qu'est-ce que tu leur répondais ou comment est-ce que tu expliquais gentiment les mythes qu'il y a entre CSI et ce qu'on fait en fait dans la réalité? Mais le pire, Vincent, c'est que ça m'est arrivé pour vrai avec mon beau-père. C'était par rapport à la série Indéfendable. Mais oui, Ouais. en fait, j'ai dû expliquer, en fait, mon travail consistait à quoi réellement, puis c'est quoi la différence qu'on a avec les séries télé. Je dirais que un des facteurs, un des premiers facteurs qui ne fonctionne pas, c'est le temps. En fait, dans les séries télé, tout se passe de façon instantanée ou presque, dans un très court laps de temps. Je comprends qu'une émission, c'est 1 heure, mais quand même, la réalité du temps n'est pas forcément la bonne. En fait, c'est assez différent dans la réalité. Si je pense aux scènes de crime, souvent, leurs scènes sont expertisées dans un temps record. La réalité, c'est que quand je sors sur une scène de crime, ça m'a jamais pris en bas de 5 heures. Puis ça peut prendre jusqu'à 3 journées, dépendamment de la grosseur de la scène. Puis comme j'expliquais, ça, c'est le travail scène. Mais après ça, il y a tous les éléments qu'on a collectés, qu'on ramène au laboratoire pour continuer l'expertise. Donc, ça se déroule sur beaucoup plus longtemps qu'on peut le voir à la télé. Rien n'est instantané, là, en fait. Ça, je pense que ça serait un des premiers mythes là, que je pourrais dire. Oui, probablement. Puis avoir les résultats aussi, tout dépendamment de quelle expertise on parle, c'est pas vrai que les résultats, on les obtient en si rapidement que ça. Des fois, il faut les analyser. Puis le temps d'avoir le résultat, ça peut prendre encore une fois, là aussi, 48 heures avant d'avoir un résultat qui peut être interprété par les experts. Donc, ça aussi, c'est un délai. Et c'est pas vrai non plus que les résultats sont acheminés de manière assez rapide pour pouvoir être introduit dans l'interrogatoire à chaque fois. Donc, c'est sûr que le volet temps, je pense que c'est un des gros enjeux de ces séries-là. Oui. Mais bon, il faut faire un spectacle avant tout. Là, c'est pas un documentaire non plus. Tout à fait. Et sinon, je ne sais pas à quel autre aspect on peut penser. Je pense celui classique qui revient. Je travaille pas en laboratoire, mais souvent les gens pensent que c'est une seule et même personne qui fait tout ça. Donc, le même individu qui est derrière le microscope, comme on a derrière nous ici, c'est aussi celui qui va sortir son arme à feu pour faire l'arrestation du suspect, qui va ensuite le passer en interrogatoire dans les locaux de la police. Il faut comprendre que c'est beaucoup plus divisé que ça. Donc, souvent, on va avoir des policiers, comme je le disais tout à l'heure, qui sont spécialisés en investigation de scènes de crime. Donc, c'est eux, dans la majorité des cas, qui vont faire l'intervention sur la scène. Tout à fait. Ils vont prélever tout, vont vous les envoyer à vous au laboratoire pour une expertise. Donc, déjà, on est rendu à 2 personnes. Oui. Il y a un enquêteur qui va être attitré au dossier. Donc, c'est lui qui va s'occuper souvent d'un interrogatoire ou de faire cheminer le dossier. Et c'est pas nécessairement la même personne qui va aller faire l'arrestation du suspect à la toute fin. Donc, il y a beaucoup plus de gens qui sont impliqués que ce que peuvent le laisser sous-entendre les séries télévisées, là. Oui, puis j'ajouterais même, tu disais, les policiers spécialisés en scène de crime vont nous envoyer les éléments au laboratoire, mais ça, au laboratoire, c'est aussi séparé. Il y a certains éléments qui vont être envoyés en chimie, d'autres en balistique, d'autres en toxicologie. Des fois aussi, une même trace ou un même élément collecté peut faire différents départements. Si je pense à des douilles, ça va passer par l'ADN, par les empreintes digitales qui ne sont pas au labo, mais c'est une autre expertise qui est faite pour après ça revenir en balistique. Donc, il y a vraiment beaucoup d'acteurs différents qui vont travailler sur un seul dossier, en fait. Ouais. Donc, ça, c'est vrai que c'est quand même assez différent de la personne qui arrête, qui interroge, puis qui fait le rapport d'expertise scientifique.
Ouais, puis c'est aussi, tu sais, que les policiers ont des pouvoirs spéciaux qui leur permettent d'arrêter des gens qu'un chimiste n'a peut-être pas là, dans la Tout à réalité. fait. Puis j'aimerais peut-être entendre sur l'autre mythe qui revient souvent, en fait, que les gens sont peut-être pas au courant, c'est quand il y a un match dans une série télévisée, c'est 100%, c'est sûr, c'est lui, il n'y a pas de doute sur notre coupable. Tu as parlé tantôt que ton projet de thèse s'intéresse aux incertitudes, fait que j'imagine que c'est quelque chose que tu défends ou quand les gens te parlent de ce genre de mythe-là. Tout à fait. En fait, autant qu'on peut, je pense souvent, là, j'ai une image en tête dans une série, ils vont trouver une trace digitale, ils mettent ça dans la base de données, tu vois, Et voilà, tu ouais. vois les empreintes défiler, bam, match 100%, ça a pris 1 minute, puis on a le coupable. Ouais. Et dans le fond, ça se passe pas comme ça. Déjà, quand on utilise des bases de données, parce que oui, ça existe pour vrai, il existe des bases de données avec des algorithmes très puissants qui vont permettre de faire un premier tri. L'instrument ne fait pas de match, entre guillemets. Dans le fond, il va suggérer des concordances potentielles, mais ensuite, c'est vraiment l'humain qui va faire l'analyse de toutes les concordances potentielles, qui va faire l'interprétation, puis qui va trancher par la suite. Puis, donc ça, c'est pour le côté aussi de comment on utilise les bases de données. Puis, du côté du match parfait, comme on pourrait dire, en fait, ça n'existe pas parce qu'on va travailler avec des traces. Puis, par définition, une trace, c'est un élément du passé qui peut être partiel, dégradé, contaminé, c'est imparfait. Donc, il n'y a pas de trace qui va se reproduire de façon identique. Puis, quand on va en faire la comparaison, ça ne sera jamais un match parfait, comme ils disent à la télé, parce qu'on ne va jamais comparer deux choses qui sont identiques. Donc, il y a une certaine variation qui fait partie de l'expertise et de l'interprétation qu'on doit en faire. Puis, c'est pas parce que c'est pas un match parfait que c'est pas une concordance. Là. C'est vraiment... Ça fait partie de l'expertise puis de la réalité. Ça serait même... faudrait se poser des questions si on trouverait deux traces identiques sur une scène de crime. Pourquoi? Mais dans le sens que, je sais pas, mais je me dis, si ça serait complètement identique, 100% parfait, comme on voit à la télé, je sais pas. Ça serait... Il y aurait anguille sous roche. il y aurait anguille sous roche. Donc, S'ils ont été déposés, disons, volontairement. exactement. Mais donc, Ouais. ça fait partie, la variation, l'intravariabilité, l'intervariabilité, c'est toutes des choses qui font partie de l'expertise. Donc, c'est sûr qu'à la télé, c'est vraiment plus impressionnant de voir défiler les bases de données à une vitesse ahurissante puis d'avoir le match 100%, mais c'est pas comme ça dans la réalité. C'est peut-être pour ça aussi que ces Ouais. séries-là se terminent toujours à l'arrestation de l'individu et jamais où l'expert doit aller expliquer à la cour Ah oui. comment il en est venu à son résultat, comment il en est venu justement à gérer ces incertitudes-là, parce qu'il y a beaucoup du travail où c'est ça, quand vous devez être à la cour, il Oui. faut expliquer Oui. Quand vous allez à la cour, il faut expliquer ces incertitudes-là et on les voit jamais, en fait, ces discussions-là dans les séries. Donc, probablement que ça facilite un peu C'est la ça. chose. Puis ça fait vraiment une différence de savoir l'expliquer parce que dans le fond, c'est normal d'avoir des variations puis des discordances si on est capable de les expliquer. Ça fait partie Ouais. là, du travail, oui. Puis, un truc que peut-être toi, t'entends moins parce que tu es plus, je dirais, juste dans le domaine de la science forensique. Oui. Moi, en ayant été transfuge et en ayant passé du côté de la criminologie, souvent, il y avait un mélange entre les deux, puis les gens ont de la difficulté à distinguer ce qui relève vraiment de la criminologie et de la science forensique. T'as-tu Ouais. eu ça? T'as-tu eu des gens qui pensaient que tu étais en criminologie ou... Mais oui, en fait, je pense que c'est juste les termes qu'ils connaissent pas. Ça m'est déjà arrivé d'expliquer, mettons, quand j'étais aux études, d'expliquer mes études puis de dire « Ah, t'es en criminaux ». Mais non, hein, je suis pas en criminaux, je suis en sciences forensiques ou en criminalistique. Donc, c'est sûr qu'il y a une différence entre les deux. Je pense que tu es bien placé pour nous décrire la criminologie. C'est sûr que moi, quand on me le demande, je l'explique, mais Ouais. je pense que tu es bien placé pour Il y le faire. a beaucoup de différences, mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a beaucoup de similitudes si on remonte à quelques siècles, peut-être fin du 19e siècle, où là, on avait une proximité vraiment entre criminologie et criminalistique. Bon, la spécialisation, un peu comme tu parlais tout à l'heure, ça l'a éloigné, je dirais, ces champs-là, mais c'est vraiment sciences forensiques, on est plus dans une science naturelle, donc on fait intervenir la chimie, la physique, la Exact. biologie. Criminologie, on est beaucoup plus dans les sciences sociales et humaines. Donc, on parle plus de psychologie, de sociologie, de droit, d'administration publique, ce genre de choses-là. Et plutôt que de s'intéresser aux traces elles-mêmes, ce qui est vraiment plus le domaine de la science forensique, Ouais. on va plus s'intéresser aux crimes, aux délinquants, donc aux individus qui commettent des crimes,
aux victimes et à tout ce qui relève de la réaction sociale. Donc, comment, en tant que société, on réagit au crime. Ça peut être comment c'est présenté dans les médias, comment le système pénal gère la criminalité. Ça peut être de comprendre comment la police aussi fait son travail, ce genre de choses-là. Donc, c'est un peu la grande distinction entre les deux, vraiment, sciences naturelles versus sciences sociales, et des objets d'études un peu différents. Mais de plus en plus, on tend à se rapprocher en disant, ben, au final, les traces, c'est résultant, en fait, d'un crime. Oui. Donc, peut-être que ça peut nous aider à fournir des nouvelles connaissances en criminologie. Oui. Et vice-versa aussi, de dire, ben, peut-être que si on prend pour objet d'études criminologiques la façon que la police scientifique fonctionne, peut-être qu'on peut vous aider aussi en sciences forensiques à avoir des nouvelles connaissances que vous pourriez mettre à profit. Donc, c'est un peu ça que j'essaie de dire aux gens quand j'explique les différences entre les deux. Vincent, je pense que toi et moi, on a eu des longs parcours après notre baccalauréat. On a fait beaucoup de choses, mais j'aimerais ça savoir comment tes études à l'UQTR t'ont suivi tout au long des autres expériences que tu as eues par la suite, autant académiques que professionnelles. C'était quoi l'influence de ton parcours de l'UQTR sur la suite de ton parcours? Je te remercie de rappeler que j'ai été très longtemps aux études. De mon côté, je pense que l'UQTR, ça m'a vraiment apporter une plus-value au niveau de mes collaborations avec d'autres universités. C'est-à-dire que l'UQTR est bien placé au niveau de la science forensique, fait partie d'une des grandes universités dans le monde où les projets qui sont menés, la recherche qui est menée et la qualité des enseignements qui sont offerts se démarquent peut-être par rapport à d'autres universités où on est encore dans une vision où c'est d'abord de la chimie ou de la physique et on fait quelques cours qui sont liés à la forensique. Oui. Donc, je pense que d'avoir ce baccalauréat-là, ça m'a vraiment permis, autant auprès de collaborateurs en Suisse, en Australie, d'avoir une certaine reconnaissance de mes acquis en sciences forensiques, même si j'arrivais de l'étranger. Donc, des gens qui étaient en mesure de savoir, OK, oui, c'est quelqu'un qui a fait de la science forensique à Trois-Rivières. Je sais, grosso modo, c'est quoi le bagage qu'il y a. Donc ça, je pense que ça m'a permis de sortir une carte de visite assez bonne quand il était le temps de faire valoir des collaborations possibles avec d'autres chercheurs, avec des corps de police aussi, ou pour développer des cours, des projets, peu importe. Donc ça, je pense que ça m'a démarqué aussi de mes collègues en criminologie qui proviennent généralement avec des backgrounds et des baccalauréats en criminaux, en sociologie ou en sciences sociales. Donc d'avoir quelque chose d'un peu différent, ça m'a permis de me démarquer. De ton côté, ça a-tu été aussi utile dans ton parcours professionnel et académique? Mais en fait, oui, dans la façon, d'une autre façon, un peu, moi, c'était pas comme carte de visite, parce que j'ai toujours continué mes études à l'UQTR, finalement. Je fais mon doctorat ici, mais c'était vraiment dans les apprentissages que j'ai eus. L'UQTR nous a donné, l'UQTR, mais particulièrement le bac en chimie profil criminalistique, nous a vraiment tout donné les outils pour développer notre esprit critique, notre esprit d'analyse, développer une rigueur scientifique. Puis après ça, j'ai pu l'appliquer au travail. Puis dans le fond, c'est vraiment des choses qu'on apprend avec le temps. Ça ne se fait pas en 3 semaines. J'ai vraiment développé ça tout au long du bac. Puis on a une progression. Puis ça, les professeurs donnent vraiment tous les outils là, qu'on a besoin pour se développer puis pousser plus loin. Puis ces outils-là, puis toute ma pensée que j'ai développée, puis ma méthode de travail, bien, j'ai pu l'appliquer assez rapidement dans le milieu du travail professionnel. Tantôt, je vous parlais de ma formation spécialisée à l'interne, mais quand j'ai commencé la formation spécialisée, j'avais vraiment beaucoup de bases fondamentales en sciences forensiques que j'ai pu appliquer à cette formation-là. Puis, c'est sûr que je ne peux pas comparer à si je ne l'ai pas fait parce que je l'ai fait puis je les avais, mais je pense sincèrement que ça m'a beaucoup aidé dans mon apprentissage après ça de ma spécialisation en balistique forensique, d'avoir ces bases-là, plutôt que de devoir les apprendre au travail, en plus de les dossiers qui arrivent puis la formation. C'était déjà acquis, donc ça a été plus facile après ça d'intégrer le milieu du travail, je pense bien. Puis c'est des compétences qui me suivent tout au long de mon parcours, puis je vais en développer encore d'autres avec mon doctorat en sciences forensiques. Donc, je pense que c'est ça qui est marquant pour moi de l'UQTR. Oui, puis tu parlais de la rigueur scientifique. Pour avoir été dans quelques universités, j'ai rarement vu des profs aussi engagés dans introduire les étudiants à la recherche, puis de les impliquer dans des projets de recherche, les impliquer dans des conférences, dans des articles, dès le premier cycle. C'est vrai. Moi, pour l'avoir vu justement dans d'autres universités,
les étudiants au baccalauréat, généralement, ils veulent avoir leur diplôme et aller vers le milieu professionnel et pas nécessairement s'impliquer dans la recherche. Oui. Ici, c'est plutôt la norme, je pense, d'avoir justement des étudiants qui travaillent comme auxiliaires de recherche, qui s'impliquent dans différentes conférences. Je pense que c'est quand même quelque chose qui est aussi important à souligner, là. Oui, ça fait partie, en fait, de mes bons souvenirs ou de l'UQTR, en fait, de mon parcours. C'est vrai, comme tu dis, dès le baccalauréat, les professeurs, si on le veut, ils nous donnent les outils, ils nous poussent pour faire de la recherche, à les présenter. C'est vrai que c'est assez rare que des étudiants de niveau baccalauréat vont présenter dans des congrès internationaux. Moi, je me rappelle, j'ai pu présenter dans des congrès, c'était à Lyon pour le EAFS. J'ai présenté aussi à Ottawa pour le CSFS. Je vous donne des acronymes, mais c'est des longs noms, mais tout ça pour dire que mes projets de recherche que j'ai faits au bac, puis ensuite que j'ai continué à la maîtrise, j'ai pu les présenter dans des congrès canadiens, mais aussi internationaux. Ça permet de créer des liens avec nos autres collègues étudiants, d'en rencontrer différents de différentes universités, des chercheurs, des praticiens de différents pays et laboratoires. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui a une grande valeur. Puis ce réseau de contacts-là que tu développes pendant ces congrès-là, bien ça m'a suivi. Puis aujourd'hui, je continue de le développer. Puis ça a vraiment fait une différence, je pense. Donc ça serait comme pour mes bons souvenirs. Évidemment, il y en a plein. Je ne sais pas si toi, tu veux nous raconter une anecdote ou des souvenirs nostalgiques du bac. Bien, je pense qu'il revient souvent quand on discute entre étudiants de différentes cohortes. C'est vraiment le cours d'investigation de scènes de crime. Ouais. Tout le monde se demande, c'est quoi tu as eu, toi, comme scénario? C'est quoi tu as eu comme scène de crime? Je pense que c'est un des moments, moi, que je me rappelle bien où mon équipe, on était la dernière équipe à passer dans la journée. Okay. On se rend aux locaux des scènes de crime, donc qui sont des fausses scènes de crime ici à l'UQTR. Puis en arrivant, le professeur nous fait « Ben non, tu sais, vous êtes pas ici pour votre scène de crime. » Puis on est comme « OK, ben on va aller où? C'est les seuls locaux qu'on sait. » Puis finalement, on avait une scène de crime extérieure qui était un délit de fuite sur lequel on devait investiguer. Et bon, ben délit de fuite, mais finalement qui vire en presque scène d'homicide ou peu importe, avec un mannequin qui représente un corps dans le coffre du véhicule et la tête déconnectée du mannequin. Malheureusement, on l'a trouvé, il restait à peu près 10 minutes à la scène de crime. Mais bref, ça, je pense que ça a été un des bons moments pour voir, bien, c'est à ça que ça ressemblerait du vrai travail d'investigation de scène de crime. Donc, c'est des apprentissages qui sont assez importants. De ton côté, c'était quoi ta scène de crime? Est-ce que c'était aussi c'est drôle marquant? parce que j'avais une tête déconnectée, moi aussi. Je pense que c'était vendeur. C'est un classique qui revient. Mais moi, un des souvenirs que j'ai de ma scène, c'est qu'on avait trouvé aussi la tête. C'est drôle, hein? Le pattern revient 10 minutes avant la fin. On avait failli pas trouver la tête de notre victime. Puis, mais là, je sais pas si on peut révéler tous les secrets des scènes de crime, là, mais bon, maintenant, je pense qu'ils ont différents scénarios. Ça s'est vraiment bonifié avec le temps. Mais un des éléments marquants de mon examen, parce qu'on avait la pratique, puis après ça, l'examen, c'est que j'avais le professeur qui nous évaluait, qui était assis en plein milieu de la scène, puis il notait le moindre fait et geste qu'on faisait, puis même... oui, c'est ça, le moindre fait et geste. Puis on fait toujours les scènes en duo, là, comme tu te rappelles. Puis j'avais vu que ma collègue n'avait pas revêtu son taille-vec, nos sauts de blanc, au complet. Et là, j'ai fait signe de mettre son capuchon au moment où notre professeur a relevé les yeux pour voir qu'on n'avait pas le capuchon. Alors, check, pas l'habit complet de revêtu sur la scène. Ouais. Ouais. Donc, ça, c'est un bon... C'est des souvenirs, les scènes de crime. C'est vrai que c'est un sujet de discussion, cohorte après cohorte, qu'on ramène toujours. Je pense que c'est marquant. Effectivement. Bien, merci pour le partage. Ça a été un plaisir, je pense, de se retrouver ici à l'UQTR. Probablement que ça va prendre encore un peu de temps avant qu'on revienne, mais c'est toujours un bonheur de revenir ici. Tout à fait. Pour moi aussi, Vincent, la même chose. Merci à Vincent Mousseau et Mylène Falardeau, nos deux invités diplômés de l'UQTR, pour cet épisode fascinant. Pour toute information sur l'Université du Québec à Trois-Rivières, consultez notre site web au www.uqtr.ca. Pour proposer des sujets ou des invités pour nos prochains épisodes ou pour mettre à jour vos coordonnées de diplômés de l'UQTR, écrivez-nous à l'adresse diplôme@uqtr.ca. À très bientôt pour un prochain épisode d'Au-delà du diplôme.